Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique en Bourgogne. Aujourd'hui, je reçois le maire de Dijon. Bonjour François Rebsamen. Bonjour Alexiko. Alors en toute confidence, c'est le livre que vous sortez mercredi 9 novembre aux éditions Stock. Alors qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que c'est un livre programme pour vous aussi vous déclarer aux primaires socialistes? C'est un livre d'abord que j'ai dédié à mon ami Alain, en souvenir d'Alain Millot, l'ancien maire de Dijon. Je suis revenu à Dijon suite à son décès. Il y a encore quelques journalistes parisiens qui ne l'ont pas compris, donc je le redis. Si j'ai quitté le ministère, c'est parce qu'il y a eu le décès de mon ami Alain. Donc j'ai voulu lui dédier ce livre. Dans ce livre, je dis que le bonheur, c'est quand vos actes sont en conformité avec vos paroles, en accord avec vos paroles. C'est ce que disait Gandhi et c'est ce que j'ai repris en exergue. Donc c'est un livre où je fais part de mes expériences, j'essaie d'en tirer quelques analyses et de faire des propositions. Il y a beaucoup de livres en ce moment des politiques. Ça fait dire à un de nos internautes qui s'appelle À tout cœur, qu'est-ce qui peut bien pousser les politiques à étaler leurs états d'âme comme ça? C'est pas un livre d'état d'âme, moi. C'est pas un livre de ragot. C'est pas. Si je veux être clair, je crache pas dans la soupe. Il y a suffisamment. Donc non, je fais part de mes réflexions, de mes propositions pour améliorer la vie publique. Voilà, à un moment, il est nécessaire, je crois, de faire le point et puis d'avancer des propositions. Au moins, c'est un livre qui, je l'espère, va provoquer du débat. Alors, le livre commence par le jour de votre dernier Conseil des ministres. Moi, je voudrais qu'on remonte un petit peu avant. Vous vous attendiez à être ministre de l'Intérieur en 2012. Ça a raté. François Hollande a choisi Manuel Valls. Ça a été une énorme déception, dites-vous. Vous voulez que je vous raconte ça? Non, mais je pense que ça a été une énorme déception. Ça a été... vous savez, je sais faire. Est-ce que vous y prépariez? Oui, on m'a même reproché d'être trop préparé, voyez-vous. C'est ce que j'allais y venir. Donc, je m'étais préparé pour être ministre de l'Intérieur. Quand on se prépare pour un poste ministériel, il faut y travailler. Donc, j'avais préparé cela. Et sentant que je n'aurais pas ce poste, eh bien, j'ai pris la décision d'annoncer moi-même, avant la composition du gouvernement, que je ne serais pas ministre. Et donc, voilà, je le dis, j'aurais vu l'amour que j'ai pour la ville de Dijon, il n'y a que ce poste-là qui pouvait me permettre de quitter la ville de Dijon. Mais vous avez participé à la constitution du gouvernement. Oui. Et vous avez proposé, c'est vous qui avez proposé Christiane Taubira. Vous allez loin là dans les révélations, c'est vrai. Juste ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, dans le fameux livre, un autre livre, Un président ne devrait pas dire ça, de Gérard Davet et David Lhomme, Manuel Valls explique, vous venez d'y faire allusion. Reps a du métier, dit-il, mais je ne voulais pas d'un sniper derrière moi, dit-il. Expliquez-nous. Ces propos langage, voilà. Je n'ai pas de commentaires à faire, je ne commande pas les commentaires. Mais il est vrai ce récit qui vous aurait dit en plus, tu t'es trop préparé, il s'est un peu fichu de vous là, si je peux me permettre. En tous les cas, c'est comme ça que, vous savez, chacun a sa vérité de ces moments-là. C'est pas exactement comme ça que j'ai vécu cet instant, mais je lui laisse sa vérité. Il a dit aussi qu'il voulait pas des réseaux francs-mac, ça vous a blessé? Surtout venant d'un franc-maçon. Finalement, vous avez accepté le ministère du Travail? Finalement, j'ai, après avoir refusé plusieurs postes, accepté ce beau ministère qui est le ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Et parce que je pensais qu'il était de mon devoir de participer à l'action de ce gouvernement et je ne pouvais pas rester en dehors de l'action gouvernementale alors même que j'avais tout fait pour que le président de la République soit François Hollande. Alors, on voit quelques images de la passation de pouvoir entre Michel Sapin et vous. Il était très ému d'ailleurs, Michel Sapin, ce soir-là, on se souvient. Et puis 17 mois après, hop, passation de pouvoir dans l'autre sens, c'est Myriam El Khomri qui arrive. Avec le recul, c'est 17 mois de galère? Non, pas du tout, non, c'est 17 mois difficiles, c'est 17 mois de travail. 17 mois à commenter des chiffres pas toujours très amusants. Ça, c'est tous les mois, je l'ai dit, ça c'est un grand moment de solitude. Je le dis d'ailleurs à celle qui m'a succédé, à Myriam El Khomri. Ça c'est le moment le plus pénible parce que finalement, c'est pas le fruit de votre travail, mais il y a des moments de joie, il y a des moments de réussite. Moi j'ai fait, je crois, ce qui restera comme une grande loi sociale. La loi Rebsamen, celle qu'on appelle la loi Rebsamen. Sur le dialogue social qui va entraîner des élections dans les TPE au cours du mois de novembre et qui constitue des avancées sociales importantes et qui a été adoptée sans 49.3, donc sans le 49.3. Donc comme quoi il faut aussi savoir négocier.
Revenons aux chiffres de l'emploi. Vous avez donc dit que vous n'y croyez pas à ces chiffres de Pôle emploi. Et puis là, on l'a vu, hein, cette fois-ci, moins 60 000 chômeurs. Vous auriez aimé peut-être les commenter, cela, moins 60 000 chômeurs. Non. Vous avez dit quand même que la tendance était, ça y est, oui, la courbe est inverse. Ce que je refuse, c'est le commentaire mensuel, qui ne veut strictement mais là, vous les avez commentés cette fois-ci. Oui, mais j'ai pris du recul en disant, depuis le début de l'année, il y a eu 90 000 chômeurs de moins à Pôle emploi. Et la véritable mesure du chômage, c'est le taux de chômage qui est établi par l'INSEE et le Bureau international du travail. C'est d'ailleurs ce qui sert de comparaison internationale. Ça me permet d'ailleurs de vous dire que dans le bassin d'emploi de Dijon, le taux de chômage au jour d'aujourd'hui est de l'ordre de 8,2%. Et donc est en forte baisse. C'est une bonne nouvelle pour notre agglomération, notre communauté urbaine. Pendant votre passage au gouvernement, vous vous a taxé de dérive droitière, justement par rapport à votre loi, par rapport à ce que vous avez dit sur les intermittents, sur le contrôle des chômeurs. Vous l'avez mal vécu. Vous avez dit, pour vous défendre, mais le politiquement correct empêche bien souvent de dire la vérité. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, d'abord, les intermittents, je crois qu'avec le soutien du Premier ministre, Manuel Valls, j'ai résolu le problème des intermittents. Avec la ministre à l'époque de la Culture, Fleur Pellerin, j'ai effectivement fait adopter de nouvelles règles d'indemnisation des intermittents dont ils ne se plaignent pas. Or, quand les intermittents ne se plaignent pas, ça veut dire qu'ils sont très contents. Vous voyez la différence et la nuance. Je les mets en garde sur ce qui pourra leur arriver demain. Parce qu'ils ne sont pas toujours à remercier, ils sont souvent à critiquer, c'est leur droit le plus strict. Mais nous avons mis en place, avec Fleur Pellerin, un dispositif qu'ils ont eux-mêmes contribué à élaborer. Et donc ça, c'est une première réussite. Ensuite, il y a eu la controverse sur les chômeurs. Le contrôle. Oui, sur le contrôle. Je pense que j'avais raison, bien évidemment, sur ce sujet, car au sens du Bureau international du travail, il y a une règle qui est simple, c'est qu'on est chômeur quand on cherche du travail. Voilà, donc les chômeurs doivent faire preuve de leur volonté de rechercher du travail. Et ça n'empêche qu'on peut maintenir et les encourager par la formation, par un accompagnement, par une amélioration du dispositif. C'est ce que fait Pôle emploi maintenant. C'est aussi une des mesures que j'avais prises. Et je crois qu'ils en sont plutôt satisfaits. Dérive droitière, non. Simplement, il y a le politiquement correct parisien qui s'impose tous les jours. Et celui-là, il empêche ce pays de se réformer. Mais alors finalement, vous quittez donc le ministère dans les circonstances que l'on sait. Est-ce que vous en voulez à François Hollande de ne pas vous avoir permis de cumuler, comme il l'a laissé faire à Jean-Yves Le Drian en Bretagne? Non, je pense qu'il n'était pas possible. Moi, je vais vous dire, il n'était pas possible pour moi, et il n'est pas possible pour quelqu'un de faire convenablement, d'assumer convenablement la charge aussi lourde de ministre du Travail, ou d'un ministère aussi important, et une fonction aussi importante que maire de Dijon et président de la communauté urbaine. Vous n'avez pas tenté Vous n'avez pas tenté de Non, contrairement à ce qui a été dit. Contrairement à ce qui a été dit, j'ai simplement dit que le lendemain, je serai toujours ministre du Travail et maire de Dijon, parce que je voulais avoir un délai décent d'1 mois pour prendre mes marques, ce qui est d'ailleurs la règle en matière, après une élection, en matière de droit d'option. Et donc, effectivement, j'ai annoncé, je sais que c'était le 10 août, j'ai annoncé que le 9 septembre, je ne serais plus ministre du Travail, et le 2 septembre, je ne l'étais plus. Donc, Jean-Yves Le Drian, par-delà le fait qu'il est ministre de la Défense, ce qui, en temps de guerre, est quand même, puisque j'ai entendu que nous étions en guerre, en tous les cas, on est en guerre contre le terrorisme, donc il y a une responsabilité beaucoup plus prégnante, régalienne, que le ministère du Travail, si important soit-il. Donc il y a une présence, mais il n'est pas maire d'une grande ville. Oui, il est président. Il est président d'une région, et donc j'allais dire que c'est plus facile de se faire remplacer par son premier vice-président que d'assumer et une présidence de communauté urbaine et une mairie. Le plus surprenant dedans, c'est quand vous voyez qu'on peut être premier adjoint au maire de Nice et président de la région PACA, voyez-vous. Oui, là, vous visez M. Estrosi. Là, il y a du cumul. Et des mauvaises positions et des mauvaises dispositions, d'ailleurs. Un mot rapide à propos du cumul sur Laurent Grand-Guillaume. Vous avez compris sa position? On a le sentiment que quelque chose s'est cassé entre vous.
Non, non, moi j'ai dit non, je respecte la position de. J'ai le droit d'avoir été surpris. Non, vous avez quand même dit, il s'est rendu compte que être élu, c'est pas facile, c'était pas très sympathique. Oui, peut-être c'était à la hauteur de ma surprise ce que j'ai dit, mais j'ai dit tout de suite. D'ailleurs, je respecte sa décision. C'est quelqu'un qui a fait du bon travail. Je pense qu'il aurait pu continuer à en faire du bon travail. D'ailleurs, sa proposition de loi a été adoptée hier au Sénat à l'unanimité. Oui. Donc moi, je salue le travail qu'il a fait. J'aurais préféré qu'il continue de le faire. C'est vrai, je peux le dire comme ça. Mais il faut respecter cette décision. C'est la sienne. Et vous avez laissé entendre que vous pourriez être candidat dans la première circonscription de Côte d'Or, c'est vrai? Oui. C'est où ça y est, c'est passé. Ça permettait d'amener un peu de calme et de sérénité. Bon, allez, avant les législatives, il y a les présidentielles. Vous répétez à qui veut l'entendre, François Hollande est le seul qui puisse faire gagner la gauche en 2017. Oui. Est-ce que c'est une blague? Non, non. Vu l'impopularité du président de la République, c'est pas une plaisanterie. Non, vous savez, on est dans un drôle de pays. On est dans un drôle de pays où le président de la République aujourd'hui est au creux dans les sondages, personne ne le nie, et moi, je suis le premier à le reconnaître. Mais quand je regarde le programme de la droite, je veux dire, ce programme, il est exactement celui de 1986. On ne peut pas dire que... C'est celui du CNPF, dites-vous. Voilà, c'est celui du CNPF. Pour les plus jeunes, je dis c'est l'ancêtre du MEDEF. C'est ça. Et donc, il n'a pas pris une ride. Il faut toujours supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, comme si c'était absolument une obsession. Comme si ceux qui avaient aujourd'hui l'impôt de solidarité sur la fortune, qui payaient cet impôt, étaient des gens qui étaient dans une grande nécessité. Ça rapporte 5,6 milliards au budget de l'État. Il faudra me dire comment on fait pour compenser. Mais ce programme de la droite, les Français n'en veulent pas. Et quand on pose la question aux Français, est-ce que la droite ferait mieux que la gauche qui est au pouvoir, ils répondent non. Et après, quand on demande est-ce que l'extrême droite ferait mieux, ils répondent encore plus non. Donc on est dans une situation qui est la suivante. La gauche au pouvoir aujourd'hui est dans le creux. La droite, il n'y croit pas. L'extrême droite, il n'y croit pas. Donc la vérité, c'est que ce pays, la faute à qui? Ça, ça mérite réflexion. Peut-être un peu aux médias, je vous le dis. Peut-être un peu à vous aussi. Bien sûr, beaucoup à nous, mais peut-être aussi un peu aux médias. Vous ne pouvez pas vous exonérer, pas vous, Éric Picot, mais les médias en général de leur propre réflexion. Ce pays est atteint, je ne sais pas pourquoi, d'une dépression nerveuse. C'est un pays où on prône le déclinisme, le défaitisme. Mais comment vous expliquez que même les bonnes nouvelles, comme celle de l'emploi, du mois de septembre, le moral des Français qui remonte, elle demande à être confirmée. Oui, bien sûr. L'amélioration a priori de la situation des entreprises, tout ça, ça n'a aucun effet sur la cote de popularité de François Hollande. Il n'y a qu'en France, d'ailleurs, qu'il n'a pas une bonne cote de popularité, ce qui est quand même étonnant. Oui, il a une bonne cote à l'étranger. À l'étranger, c'est vrai, il est apprécié, reconnu. Moi, je l'ai vu, d'ailleurs, dans son exercice, dans sa relation avec des chefs d'État étrangers, et j'ai pu l'apprécier. Mais vous savez, je vous le dis, il y a une tendance, aujourd'hui, on aime bien se faire du mal en France. J'entendais l'autre jour, j'étais dans un débat avec un économiste, monsieur Toiti, pour ne pas le citer, et il me disait, il y a 6,5 millions de chômeurs en France. Je dis, pourquoi 6,5 millions? Même quand on prend les pires chiffres A, B, C, et qu'on additionne le tout, on arrive à 5,5 millions. Mais peut-être c'est mieux de dire 6,5 millions ou 7 millions, et plus on dit des choses qui nous dévalorisent, et plus on a l'air heureux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut rétablir la vérité. Oui, mais il n'empêche qu'il risque de se faire humilier s'il y va, d'être éliminé dès le premier tour. C'est son risque. Il doit le prendre. C'est son risque, il doit le prendre. Il doit assumer son bilan. Il doit présenter un projet. Et donc, moi je lui dis tous les jours, il remontera, vous savez. L'élection présidentielle, elle n'est pas jouée, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui. Et je ne vous rappellerai pas Balladur-Chirac, je ne vous rappellerai pas dans quel état était la popularité de François Hollande au moment de la primaire de la gauche. Oui, donc, d'accord, il y a un bon bilan. Quand on verra quel est le candidat de droite, quand il sera obligé de dire quel est son programme, quand il faudra dire où c'est qu'il supprime 400 000 emplois, enfin fonctionnaires, à moins de faire comme M. Le Maire, qui considère que les emplois d'avenir sont des fonctionnaires, j'ai entendu l'autre jour. Enfin, on a un débat à droite qui est, j'allais dire, d'une platitude, d'un conformisme qui nous ramène aux années 85. Vous suivez beaucoup la primaire de la droite, alors? Oui, je m'intéresse à la politique, je regarde. Vous faites partie des gens de gauche qui vont aller voter pour Alain Juppé pour éviter Nicolas Sarkozy? Non. J'ai, en tant qu'adversaire politique, mais j'ai du respect, moi, pour mes adversaires politiques. Je pense d'ailleurs que c'est important d'en avoir. Ils n'en ont pas toujours. Et ça me permet de dire que les propos de M. Le Maire sont inqualifiables.
Alors, j'aimerais bien qu'on ait le temps de parler de Dijon, mais terminons sur François Hollande. Vous avez quand même des phrases un peu, on a lu dans la presse, François Hollande est un galet, ça peut être un peu interprété à c'est un peu à double tranchant cette phrase, ça veut dire quoi? Si vous voulez, je peux la préciser. Oui, j'aimerais bien. Je veux dire, c'est un roc. Tout le monde voit quand même qu'il a une résistance incroyable. Vous savez, il faut supporter ce qu'il supporte. Le Hollande bashing qu'il subit depuis le début de son quinquennat, c'est quand même quelque chose qu'on a rarement vu. Oh, Nicolas Sarkozy n'était pas très aimé non plus. Il n'a pas été épargné à la fin de son mandat. Et François Hollande, il l'a eu. Donc voilà un président qui est honnête. Je me permets de l'indiquer. Pas une affaire judiciaire. Pas un problème d'argent. Ça n'a pas été le cas des précédents présidents, je le rappelle. À part le général de Gaulle. Mais maintenant, tout le monde fait référence à de Gaulle, si j'ai bien compris. En tous les cas, c'est un président qui est honnête, qui fait son travail, qui a des résultats, donc il doit aller au bout, il doit se présenter. Alors on peut avoir un doute sur votre soutien, on va voir quelques images. Récemment, Emmanuel Macron est venu à Dijon. Surprise, on a vu François Patria, non, c'était pas une surprise, mais bon, là on voit le maire de Besançon, et vous qui embrassez on a travaillé Emmanuel Macron. On a travaillé ensemble pendant... Vous le soutenez dans sa démarche? Je vais vous dire, bien sûr, mais je l'ai déjà dit d'ailleurs. On a travaillé ensemble pendant 17 mois. C'est quelqu'un de bienveillant et d'agréable, et que j'apprécie. Mais je soutiens François Hollande, et je l'ai dit devant tout le monde. Voilà. Mais c'est un peu compliqué cette situation quand même. Ouais, moi je pense que si François Hollande est candidat, j'espère que Emmanuel Macron soutiendra François Hollande. Alors venons-en à Dijon. Vendredi soir, dans le quartier des Grésilles, des pompiers, des policiers ont été visés par un cocktail Molotov lancé par des jeunes, a priori. Alors est-ce que, selon vous, ça justifie encore un peu plus ces manifestations que l'on ne cesse de voir de policiers? Il y en a eu d'ailleurs vendredi soir également. Non, ça ne justifie pas... Malgré les annonces de Bernard Cazeneuve. Oui, ça ne justifie pas les manifestations. Il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les forces de l'ordre. Et il faut y répondre. Le ministre de l'Intérieur a fait des propositions. Mais il faut voir l'exaspération qui gagne ces agents de sécurité, ces forces de l'ordre, ce service public. C'est pas de la manipulation de l'extrême droite, comme certains ont dit? Il peut y en avoir, mais je pense qu'il y a une vraie exaspération. Elle est due à des tâches extrêmement difficiles qu'on leur demande d'assumer, au fait que, mais maintenant c'est devenu quelque chose de commun et de connu, ils ont eu des diminutions formidables d'effectifs sous Nicolas Sarkozy, 12 000 postes en moins, qu'on a du mal à recréer ces 12 000 postes aussi rapidement qu'on peut les supprimer, vous savez. Et ça, il faudra s'en souvenir pour la suite. C'est long de recréer des postes. Ils ont été confrontés à beaucoup de manifestations, à des formes de plus en plus dures, de violence. Il y a des groupes anarcho-libertaires qui s'attaquent à eux. Et maintenant, des voyous, parce que ce n'est pas des jeunes. Hein. Ça vous inquiète, là, ce qui s'est passé? Bien sûr, c'est inquiétant. J'espère qu'ils seront arrêtés, sévèrement punis, sévèrement sanctionnés. C'est inacceptable. C'est inacceptable, je dois le dire ici. Ils ont ma solidarité la plus totale. Ça ne leur suffit pas. Ce qu'il leur faut, c'est aussi des mesures. Il faut qu'il y ait moins de tâches indues. Il faut se préoccuper plus de remettre des agents dans les services publics et sur la sécurité publique, dans la rue. Ils le savent, ils l'attendent, et donc il est temps de s'y mettre. Mais je n'ai pas pu le faire parce que j'étais trop préparé. Vous voyez, un peu d'humour. Et ça, c'est pour Manuel Valls. 30 réfugiés en provenance de Calais, ça c'est de l'autre actualité de la semaine, sont arrivés cette semaine. Alors c'est rue des Creusot à Dijon, ils ont été installés. Vous êtes allé sur place hier avec la préfète. Il y a beaucoup de communication autour de ce démantèlement de la jungle de Calais, de ce qu'on appelle la jungle de Calais, du camp aussi de Paris. C'est pour montrer que le gouvernement a enfin pris ses responsabilités? Ben, vous savez, ils se sont tous agglutinés là-bas parce que Nicolas Sarkozy a signé un accord avec l'Angleterre, les accords du Touquet, qui font que la frontière anglaise, elle est la frontière de la Grande-Bretagne, elle est en France. Et donc après Sangatte, c'est encore la faute de Nicolas Sarkozy. Ben oui, vous savez, quand on assume le pouvoir pendant 10 ans, on a des conséquences pendant 10 ans qui continuent. Et donc ça ne disparaît pas comme ça. Et donc il a fallu prendre une décision. Elle a été prise, appliquée de manière, je crois, juste. Avec moi, j'ai lancé un appel des maires solidaires pour que chacun y prenne sa part. Ce sont des gens qui ont fui la guerre. Ce sont des réfugiés politiques. Et donc, le devoir minimum de solidarité, c'est d'accueillir dans des conditions dignes ces personnes. On ne peut pas les laisser soit dans la boue, soit sous les ponts. Et donc, j'ai voulu que Certains refusent.
la ville de Dijon prenne ses responsabilités et elle a fait installer 85 mobil-homes, lieux d'accueil, mais en tous les cas de qualité pour eux. Ils ne touchent pas d'allocation particulière. Je voudrais le dire ici à tous ceux qui m'envoient des posts sur ce thème-là. Donc ce sont des gens qu'il faut respecter, qui ont fui la guerre, et il faut penser... Il y a beaucoup de réactions négatives, souvent, d'après ce que vous nous dites. il y a aussi des réactions positives, fort heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, on voit que ceux qui critiquent sont souvent minoritaires en la matière. Tant mieux, mais ils sont, comme on dit, de forts en gueule, vous savez. On les entend beaucoup. On les entend beaucoup. Ils font du bruit, mais ils font que du bruit finalement. Ils ne font que du bruit. Autre sujet, votre projet de multiplex cinéma au sein de la Cité de la Gastronomie vient d'être retoqué par la commission départementale. C'est un vrai revers, ça? Non. C'est pas une bonne nouvelle pour vous. Non, c'est pas une bonne nouvelle, mais il y a des obstacles. Vous savez, ceux qui disent qu'ils soutiennent la Cité de la Gastronomie n'arrêtent pas de me mettre des bâtons dans les roues. Donc, mais j'ai l'habitude. Ouais, il y a ce que j'appelle Monsieur Pétition, vous savez. Il se reconnaîtra. Oui, Monsieur Pétition, depuis 2001, il s'oppose à tous les projets que j'avance. Mais ils sortent tous les projets que je fais. Il s'était opposé à la Lino. Il fallait qu'elle soit plus grande, il fallait qu'elle soit mieux, il fallait qu'elle soit 2 fois 2 voies. Il s'est opposé à la piétonisation. Il fallait laisser la place à la voiture. Il s'est opposé à ce que je faisais pour le commerce de centre-ville, soi-disant ça allait mal, etc., etc. Et là, il s'oppose à la Cité de la Gastronomie. Il s'oppose au cinéma. Moi, expliquez-nous juste. Je vais vous dire ce que je veux, parce que je vais laisser ceux qui sont responsables de cette proposition, à savoir Cinéduc, Madame Davoine et l'Eldorado, s'expliquer. Je ne veux pas le faire à leur place. Oui, mais pourquoi mettre... expliquez-nous pourquoi vous voulez mettre des cinémas finalement au milieu de la Cité de la Gastronomie. Pour sauver le cinéma de centre-ville. Vous m'entendez? Pour combien de temps? Est-ce qu'il est aux normes d'accueil des personnes handicapées? C'est pour laisser des salles. Il faut absolument que nous ayons des salles accessibles au centre-ville. Le cinéma de Vosges n'est pas accessible, il va fermer de toute façon, sauf à faire des travaux que le propriétaire, Madame Davoine, ne pourrait pas assumer. Et puis les autres, le Darcy, il doit être mis aux normes. Et puis l'escalier mécanique du Gaumont, il doit être réparé. Il faut investir. Et puis il faut des films en VO aussi de temps en temps, c'est bien. Et donc il faut des belles salles fonctionnelles. Et donc moi je crois que c'est le meilleur moyen de conforter le cinéma de centre-ville qui restera à l'hypercentre, à savoir le Darcy et le Gaumont. Et je n'autoriserai jamais, tant que je serai maire, la création d'un multiplex à la Toison d'Or. Ça m'a été demandé. Dit et répété. Je le répète, tout le monde comprend. Ça m'a été proposé plusieurs fois. Je l'ai toujours refusé parce que je défends le cinéma de centre-ville. Vous imaginez un maire qui, je crois qu'il est assez apprécié de ses concitoyens, qui dirait je vais supprimer le cinéma de centre-ville. C'est le procès qu'on me fait, comme si je voulais supprimer le cinéma de centre-ville. Donc là, c'est pour le remettre et l'ancrer en centre-ville. Et le garder. On a compris. Alors, l'autre projet d'envergure un peu plus technique, c'est que Dijon accède en 2018 au statut de métropole. Oui. Alors, le gouvernement a présenté un texte qui assouplit les règles. Alors, le texte sera examiné en séance publique à partir de demain, d'ailleurs, au Sénat. Mais la commission des lois l'a retoqué. Oui, c'est le Sénat. Lui aussi. C'est le Sénat. Ouais. Très départementaliste, le Sénat, vous le savez. En même temps, franchement, une métropole de 254 000 habitants, c'est légitime? Mais c'est Dijon, la communauté urbaine, elle fait 254 000 habitants. Ça. Mais le bassin d'emploi de Dijon, il fait 420 000 habitants. Oui. 420 000 habitants. C'est ça la véritable métropole. Pour des raisons liées... Mais ça amènera quoi aux citoyens? Ça amènera quoi aux citoyens? Ça permettra, comment vous dire, par capillarité, de faire pénétrer le développement économique, le rayonnement de la ville dans l'ensemble du département. C'est le but que je me porte. Et plus largement, dans l'ensemble de la région. Il n'est pas concevable qu'il y ait aujourd'hui une grande région, Bourgogne-Franche-Comté est une grande région, où il n'y ait pas une capitale régionale métropole. C'est le cas de la région centre avec Orléans. Et Orléans obtiendra ce statut, et nous aussi. Mais nous, on a déjà fait grands pas en avant parce qu'on est déjà communauté urbaine. Et c'est là où il y a l'intégration entre les communes et une vraie communauté de destin entre les communes. Vous savez, si j'avais pas eu des maires défensifs autour de nous, elle serait beaucoup plus grande. Le bassin d'emploi de Dijon, il est beaucoup plus grand. Les gens qui souvent habitent à Genlis, etc., ils viennent travailler à Dijon. C'est à Dijon qu'il y a les emplois. C'est dans la zone de Dijon qu'il y a les emplois. Et donc, moi, je suis prêt à accueillir. Je veux forcer personne. Mais j'ai vu ce qui pouvait se faire ici ou là, à Asnières, en défense, en disant on fait une petite communauté de communes entre nous, Messigny et tout. C'est pas à la hauteur de l'enjeu de demain.
nous devons mettre toutes nos forces en commun, et c'est un appel pour que... C'est pas encore un peu plus de centralisme de Dijon, comme le craint un de nos internautes qui nous a posé la question? Non, pas du tout du centralisme de Dijon. C'est quoi le centralisme de Dijon? C'est les charges de centralité qu'assument les Dijonnais. Le CHU, c'est quelque chose du centralisme de Dijon. L'université, c'est du centralisme. Non, quand on est malade, on est heureux qu'il y ait le CHU. Quand on a des études des enfants, on est heureux qu'il y ait une université de 32 000 personnes. Bref, Dijon est ouvert pour accueillir et rayonner et permettre à ce département de hausser sa productivité. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais poser une autre question d'un autre internaute. Allez-vous passer la main aux prochaines élections municipales? Il le verra. Vous aviez dit 3 mandats. Oui, donc il le verra. Vous garderez la communauté urbaine ou la métropole? On verra. On verra. Vous avez parlé d'un de vos adversaires. Il y en a un autre, tout à l'heure, on va décrypter, c'était François-Xavier Dugourc. Il y en a un autre, Emmanuel Bichot, qui annonce... Monsieur Pétition, celui contre l'immobilier. C'est bien lui dont vous parliez. Il y a aussi Emmanuel Bichot qui annonce la prochaine publication d'un livre noir sur votre gestion. Il dénonce un potentat local. Vous seriez un potentat local. Est-ce que finalement, il n'est pas un peu comme vous à l'époque, vous critiquiez le duc tout-puissant Robert Poujade? Est-ce que c'est pas un peu la même chose? J'ai toujours été respectueux de Robert Poujade. Respectueux, mais vous critiquez aussi. J'ai toujours été respectueux. Je n'ai jamais fait un recours contre une décision qu'il avait prise. Et j'ai toujours pensé que, parce que je lui succéderais, je le battrais ou je lui succéderais, il faudrait assumer ce qui a précédé. Et ce que ne comprend pas M. Bichot, qui d'ailleurs est très peu apprécié, y compris par ses propres amis, qui est rejeté d'un peu partout, je le dis quand même, qui est rejeté de partout, par les propres siens, ce monsieur qui ne s'est pas présenté lui-même à l'élection municipale, quand je vois ce qu'il fait, je me dis que c'est dommage pour la ville. Allez, on termine par cette citation de Gandhi dont vous disiez tout à l'heure, le bonheur c'est quand vos actes sont en accord avec votre parole. Vous êtes sûr d'avoir atteint ce bonheur-là? Je pense que je l'atteins, oui. Je l'ai atteint en revenant à Dijon et je l'ai atteint en portant les projets que je porte pour les Dijonnaises et les Dijonnais. Oui. Merci François Rebsamen d'avoir accepté notre invitation. Dimanche en politique se poursuit juste après le flash régional et c'est Nicolas Sarkozy qui est l'invité de Francis Letellier. Bon dimanche à tous.